En 1996, des archéologues anglais ont découvert, au cœur de Londres, un document écrit exceptionnel. Une tablette en bois gravée mentionnant une jeune esclave nommée Fortunata. Daté de vers 100 après Jésus-Christ, il indique que Fortunata était originaire du territoire des Diablintes. Les Diablintes, en Gaule, qui avaient pour capitale la ville de Jublain. Jublain, chef-lieu de cité dans l'ouest de la France, créé au 1er siècle, qui a progressivement décliné pour finalement disparaître. Parmi les monuments publics se dresse une énigmatique forteresse, un monument unique, sans équivalent dans l'Empire romain. Quels événements ont pu provoquer le déclin de la ville de Jublain? Et quelle signification donner à cette mystérieuse forteresse? De 58 à 52 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est conquise par César. L'Empire romain, organisé par l'empereur Auguste, s'étendra du Maroc à l'est de la Turquie, de l'Écosse jusqu'aux confins de l'Arabie. La Gaule était alors divisée en plusieurs provinces et les Diablintes faisaient partie de la Lyonnaise. Jublain était la capitale de ce territoire qui recouvre à peu près la Mayenne actuelle. Récemment découverte, la tablette qui mentionne Fortunata nous informe qu'elle vivait dans le territoire diablinte. Quel a pu être son destin? Fortunata est sans doute une fille orpheline ou abandonnée, recueillie par Albicianus, son propriétaire. La tablette en bois était recouverte de cire. Le papier n'existait pas en Gaule et le papyrus se faisait rare. Pour garder une trace écrite, il fallait graver dans le bois ou dans la pierre. À Jublain, peu de traces écrites restent aux historiens. Pour Jacques Navot, conservateur départemental, la ville gallo-romaine livre peu à peu ses secrets. Gallo-romain, ça veut dire ni totalement gaulois ni totalement romain, c'est un mélange de deux cultures qui s'est fait progressivement. À l'origine, à Jublain, il n'y a pas d'agglomération. L'agglomération gauloise, maintenant on la connaît, des environs, elle est tout près de Jublain, elle est à 10 km, c'est le site de Moulay. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, des oppidums, c'est-à-dire des agglomérations entourées de remparts de terre, se sont constituées. L'oppidum de Moulay, à quelques kilomètres de Jublain, se situait tout proche de la rivière de la Mayenne. À Jublain existait un sanctuaire, qui devait d'ailleurs être lié, je suppose, à la ville de Moulay, qui devait être le sanctuaire principal des Diablintes, si l'on en juge par ce qu'il est devenu ensuite, plus tard à l'époque romaine. Et puis ce sanctuaire, qui existe sans doute au moins dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, donc bien avant l'arrivée des Romains en Gaule, ce sanctuaire a donné naissance à un petit habitat. La décision elle-même de créer une ville ou une capitale de cité à un endroit, elle émane de Rome. C'est-à-dire elle émane de l'administration impériale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin dans cette région, sans doute, d'un point routier important. Jublain est un nœud routier, il y a beaucoup de voies qui arrivent de pas mal d'endroits qui permettent de desservir Lyon et le sud de la Gaule. Donc on a besoin de développer ici une administration, et cette administration, c'est une capitale de cité. Une ville neuve s'est constituée à Jublain, d'ailleurs c'est le sens même du nom de Jublain. Jublain s'appelait Noviodunum de l'Antiquité, et Noviodunum, si on le traduit mot à mot, ça veut dire ville neuve. Eh bien, la ville vieille, c'est Moulay, et la ville neuve, c'est celle qui apparaît au pied du sanctuaire. Les voies romaines qui traversent les cités sont jalonnées par des bornes miliaires, qui indiquent la titulature de l'empereur ayant fait construire la route. Le nom de la ville desservie et la distance de la borne y sont également indiqués. Sur cette borne, trouvée sur la voie entre Jublain et Le Mans, on peut lire « Aux empereurs, nos seigneurs, Gallus, consul pour la 2e fois, et Volusien, auguste consul ». Les archéologues ont pu en déduire que la dédicace date de 252. Sur cette autre borne, trouvée auprès de la voie Jublain-Avranches, on peut lire que l'on se trouvait à 4 lieues de Jublain.
Toutes les voies n'avaient sans doute pas la même importance et que Jublain est aussi sur des parcours de plus longue distance. Par exemple, l'un de ces trajets est connu par le document antique, le seul document routier antique que l'on connaisse, la carte de Peutinger, une copie du XIIIe siècle conservée à Vienne en Autriche et qui est la copie d'un document romain. Cette carte indique un certain nombre de voies romaines, on ne sait pas trop si ce sont les principales, mais en tout cas elles avaient forcément une importance, et Jublain y est représenté sur une voie qui, si on part du nord, part de Bayeux, passe à Vieux, à côté de Caen, descend sur Jublain. On peut considérer donc Jublain comme une sorte de nœud routier sur des voies qui viennent de la côte nord de la Bretagne ou de la Normandie, et même au-delà de la Grande-Bretagne, après avoir traversé la Manche. Donc, il y a tout un trafic qu'on peut imaginer et qui aboutit à Jublain avant de se diriger vers l'Italie. Toutes les capitales de cités sont au départ d'un réseau routier rayonnant vers les cités voisines. Au sud de Jublain, la ville d'Antram faisait partie du territoire diablinthe. Une voie antique y a été découverte par des archéologues de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Cette portion de voie reliait probablement Antram au Mans. En creusant une tranchée, les archéologues repèrent les couches successives de terre, révélant les changements d'époque. Il faut faire vite. Le site sera transformé en bassin de rétention des eaux. Les scientifiques doivent rassembler le maximum de données avant que tout ne soit recouvert. Nous avons une voie antique en coupe. On peut estimer là que la première couche date du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ et que les derniers niveaux ont été utilisés certainement vers le 4e ou 5e siècle encore après Jésus-Christ. Mais en gros, ça fait une surface de roulement de 7 à 8 mètres de large, ce qui est largement suffisant pour croiser 2 ou 3 chars en même temps. Les quartiers qu'on a fouillés jusqu'à présent sont plutôt des quartiers situés à l'est de la ville, dans une zone un petit peu périphérique, qui sont des quartiers d'habitation modeste, construits en terre et en bois, et où on trouve également les ateliers de certains artisans. Le tissage est une activité domestique dont les traces sont nombreuses, comme ces pesons de métier à tisser. Il y avait des potiers, des bronziers, des métallurgistes qui travaillaient le minerai de fer. Il y a également une forge et des verriers qui recyclent le groisil, c'est-à-dire les morceaux de verre récupérés. Dans un puits, des morceaux de cuir ont été retrouvés, ce qui signifie qu'il y avait un cordonnier. C'est l'archéologue Erwan Madigan qui est responsable du dépôt de fouilles. Les objets qui sont trouvés en fouille vont être, dans le cas de Jublain, ramenés ici. Ils vont être nettoyés, triés, stockés et étudiés ici, dans le dépôt. À la suite de chantiers de fouilles, chaque vestige constitue une pièce de puzzle permettant de comprendre l'histoire. Avec différentes méthodes scientifiques, chaque objet est daté. C'est particulièrement le cas pour les céramiques et les briques, qui, parce qu'ils ont subi une cuisson, délivrent de précieuses informations. À Jublain, les premières fouilles datent de 1776. Le curé, qui s'appelait Lair de la Motte, voulant faire défricher un taillis sur un terrain de la cure, découvrit par hasard une salle pavée de mosaïques. Les fouilles dureront jusqu'à la Révolution. Vers 1830, sous la monarchie de Juillet, un regain d'intérêt vers le patrimoine voit un archéologue, Verger, originaire de Mélède-Humaine, continuer les fouilles.
Avec Augustin Magdelaine, ils mettront à jour tous les monuments publics. Alors, un archéologue important, ça a été Henri Barbe, qui était originaire de Jublain et qui est revenu à Jublain à peu près une génération après l'époque de Verger. Il devait être, je suppose, en culotte courte à l'époque où les recherches de Verger ont eu lieu, et ça l'a intéressé. Et alors lui-même a surtout été actif dans les années 1860 à Jublain. Il a notamment rédigé le premier ouvrage général sur la cité des Diablintes. Les dernières fouilles achevées en 2004 ont été dirigées par Anne Boquet, sur un terrain acquis par le Conseil général de la Mayenne. C'est un quartier d'habitation qui a été sorti de terre, apportant de nouveaux éléments sur le destin de la ville antique. Le cadre urbain que l'on a prévu à Jublain, donc dans la seconde moitié du 1er siècle, n'a peut-être pas été occupé dans sa totalité. Une des rues qui était censée se poursuivre par une autre rue, un autre îlot, il était clair qu'à l'est de cette rue-là, il n'y avait plus rien. Donc il est vraisemblable que ce dernier îlot n'ait pas été occupé. Au préalable, malgré tout, on se rend compte par rapport à la campagne de fouilles qui a eu lieu en 2004, qu'on a déjà cette orientation qui est inscrite. On a déjà les bâtiments donc, du début 1er siècle qui sont déjà orientés comme sera orientée la trame urbaine. L'urbanisme mis en place à Jublain, il est extrêmement tardif par rapport à tout ce qu'on peut trouver même dans des villes du sud de la Gaule par exemple, où le plan d'urbanisme est mis en place dans les années 10-15 après Jésus-Christ. Ici, il faut attendre les années 70 pour avoir un plan d'urbanisme. Donc les 4 monuments principaux, en fait, ils sont étendus sur un axe nord-sud, en sachant que le premier monument qui fut construit, ce fut le temple, au 1er siècle après Jésus-Christ, et après va se développer la ville à partir de ce monument. Et donc on trouvera le forum, puis les thermes publics et le théâtre en fin d'axe, au sud. Le fait qu'on ait 2 rues qui encadrent le temple, qui vont passer également de chaque côté du forum, de chaque côté des thermes et de chaque côté du théâtre, donc qui va encadrer les bâtiments publics, on le retrouve dans les villes de sanctuaires, les villes où la religion, le caractère religieux est très important. Il n'est pas rare dans les villes antiques de retrouver en fait le temple et le théâtre situés l'un à côté de l'autre. Alors ici c'est pas le cas du tout puisqu'ils sont chacun situés à une extrémité de la ville dans le sens nord-sud, mais malgré tout on a l'impression qu'en fait il y a une rue de la ville qui mène directement de l'un à l'autre et qui permettrait justement de rétablir ce lien entre les deux monuments. Parallèle à celle-ci, du côté ouest du temple, une autre rue devient une voie en sortant de la ville. Combien d'habitats dans l'Antiquité? Les premières estimations étaient de 4000. Pour estimer l'étendue de la ville, les frontières de la nécropole sont des critères fiables. Quand le relief le permettait, quand il n'y avait pas de contraintes particulières du sol ou d'habitat préalable, eh bien on adoptait ce genre d'urbanisme. C'est un rectangle d'environ 25 hectares et à l'intérieur de cela, eh bien, cette structure très orthogonale, très géométrique de rues qui sont toutes orientées de la même façon ou à la perpendiculaire à quelques très petites exceptions près. C'est le plan qui avait été appliqué systématiquement pour toutes les créations urbaines grecques dans tout le monde méditerranéen. Et effectivement, c'est cette influence de l'urbanisme hippodamien qui s'est fait sentir sur l'urbanisme romain. L'esclavage dans l'Antiquité n'a pas le même sens qu'à l'époque moderne. Un esclave pouvait tenir des fonctions importantes. Leur sort était très variable en fonction de leur maître et de leur situation géographique dans l'Empire. Ils pouvaient travailler dans les champs, dans les mines, ou bien s'occuper des tâches ménagères. Ceux qui avaient une éducation pouvaient être rémunérés et ainsi acheter leur liberté. Cette main-d'œuvre servile ne représentait que 10 à 20% des habitants d'une cité. Mais ceux-ci ne laissaient que peu de traces de leur existence.
Situé tout au nord de la ville, le temple est un monument de 75 mètres de côté, fermé par un quadriportique. Le temple gallo-romain est un bâtiment centré comportant 2 constructions, emboîtées l'une dans l'autre. Au centre, la cella est la construction abritant la statue de la divinité. L'ordre corinthien est adopté avec du tuffeau pour les chapiteaux et du calcaire coquillier pour les colonnes. L'intérieur de la partie sacrée a été plaqué de marbre. Sa construction aura duré plus de 50 ans. On abandonne le sanctuaire gaulois qui était en bois pour une construction en pierre. On sait qu'il est construit à peu près vers 66-68, puisque dans les fondations, on a retrouvé des monnaies donc du règne de Néron, et avec la titulature, donc les titres qui sont inscrits sur la monnaie, on sait que ça correspond aux fins du règne de Néron. On a donc la cella qui est posée sur un podium. La cella, c'est la pièce où on a la statue du dieu qu'on vénère. On a au plus bas le podium avec un escalier. La cella, des colonnes tout autour. Donc on utilise le terme d'octostyle, 8 colonnes. Un tympan, une toiture au-dessus. Donc on peut imaginer que le temple en lui-même, donc cet édifice où on va avoir la statue du dieu, fait à peu près 20 mètres de haut. La pièce où on vénère le dieu fait à peu près 30 mètres sur 20. De nombreux objets y ont été trouvés. Les armes des ennemis tués au combat ont été remplacées par des objets d'offrande, des statuettes en terre blanche, des boutons en bronze, des fibules, des bagues et anneaux de petite taille. Des fragments d'une déesse mère ont également été retrouvés, représentant une femme allaitant des enfants, mais aussi la tête d'une déesse féminine, en calcaire coquillier enduit et peint. Cette déesse mère était une divinité gauloise très populaire. Au cœur de la cité se trouve le forum, qui n'a pas encore été fouillé. Seul un bloc de calcaire portant une inscription gravée a été découvert. Mais pour les archéologues, les indices laissés par les fragments d'inscription sont minces. Ils nous informent qu'un personnage féminin, dont le nom finit par Nia, a offert des bains, là où une mosaïque a été découverte au XVIIIe siècle. C'est sans doute un monument clé, puisque on pense aujourd'hui que le plan d'urbanisme mis en place à Jublain, c'est-à-dire les rues et les monuments, date plutôt des années 70-80 après Jésus-Christ. Or, il semble que le plan du forum, tel qu'on le connaît par les fouilles de Barbe, pourrait être plus précoce, c'est-à-dire qu'il pourrait dater des années 40-50 après Jésus-Christ, et que donc il serait antérieur à tout ce qu'on connaît à Jublain, et qu'en fait les rues seraient venues se calquer autour de ce bâtiment-là. Donc effectivement, là on a un des points clés de la ville qui livrera sans doute beaucoup d'informations lorsqu'il sera fouillé. L'eau est dans l'Antiquité un élément clé, parfaitement maîtrisé. À Jublain, le cours d'eau le plus proche est l'Aron et se situe à plus de 4 km de la ville. Si l'on connaît l'existence d'un aqueduc, son parcours dans la ville reste encore un mystère. Il alimente principalement les thermes publics. Les habitants, pour se laver et se nourrir, utilisaient l'eau captée par des puits. Dans la partie sud de la ville, les thermes sont conservés sous l'église. Les bains publics sont une des principales manifestations de l'art de vivre romain. Ils se composent de différentes salles constituant un véritable parcours. La salle tiède, appelée tépidarium, la salle de sudation, la salle chaude ou caldarium, et enfin la salle froide, le frigidarium. Le système de chauffage par hypocauste consistait à faire circuler de l'air chaud sous la dalle de béton du plancher soutenue par des pilettes. Le sol était pavé de schiste. Dans la ville d'Antram, des thermes ont été découverts en 1987.
Ces thermes ont été construits à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Et ils ont dû fonctionner sans doute jusqu'à la fin du 3e siècle. Ils ont été abandonnés pendant une centaine d'années à peu près. Et dès le début du 5e, peut-être même dès la fin du 4e siècle, les premiers chrétiens ont christianisé ce site. Remarquablement conservés, 2 des côtés du bâtiment ont gardé leur élévation initiale de 8,50 m avec des éléments architecturaux en briques. De retour à Jublain, le théâtre nous permet de mieux comprendre l'évolution de la ville au fil du temps. En effet, au 1er siècle, le théâtre est agrandi. Une inscription de dédicace nous apprend qu'il a été offert à la cité par un riche notable diablinte nommé Orgetorix. Ce bloc est l'un des rares documents mentionnant un personnage ayant vécu à Jublain. C'est un bon exemple d'évergétisme, c'est-à-dire de mécénat privé tel qu'il se pratiquait dans l'Antiquité. C'est aussi l'une des très rares inscriptions en Gaule où le mot théatrum soit inscrit. Le mur périphérique dessine presque un cercle d'environ 80 mètres de diamètre, avec des accès pour les spectateurs appelés vomitoires. Les gradins étaient disposés dans la cavea semi-circulaire. Dans la partie basse, où se déroule le spectacle, une aire plane tient la place de l'orchestra des théâtres classiques. On imagine les manifestations spectaculaires qu'ils pouvaient accueillir, comme des gladiateurs, des jongleurs ou des animaux. Enfin, tout à l'ouest de la ville se trouve le monument le plus énigmatique de Jublain, le complexe fortifié. Sa construction commence à la fin du IIe siècle. Il n'a jamais été achevé. En 1837, Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments historiques, écrit « C'est une enceinte fort curieuse. Quelle que soit sa date, le château de Jublain est le mieux conservé ou, pour parler plus exactement, la moins ruinée de toutes les fortifications romaines élevées sur notre sol, et, sous ce rapport, c'est un monument unique et d'un haut intérêt. » Le complexe fortifié est longtemps resté un mystère. Était-ce un camp romain ou une forteresse? Les travaux de l'archéologue René Rebuffat ont fait apparaître une réalité complexe. De complexes fortifiés exactement semblables, c'est le seul. La seule chose qu'on peut comparer, c'est d'une part des greniers fortifiés qu'on peut comparer au bâtiment central de Jublain, et d'autre part alors des enceintes urbaines qui sont construites de la même façon que l'enceinte extérieure de Jublain. Il faut bien dire qu'il y a 3 éléments là, à Jublain, ce que l'on appelle le bâtiment central, le vallum de terre et son fossé, et l'enceinte extérieure. Étant donné que ces édifices avaient un intérêt militaire, au moins indirect, puisqu'il s'agissait de concentrer des denrées et des biens de toutes sortes, et puis certainement de les redistribuer au profit des armées de la frontière ou des forteresses qui sont au bord de la mer, il est probable que nous avons eu une décision du pouvoir central. En fait, ce qui a déterminé, je crois, l'orientation du monument, c'est simplement la structure du granit. Il fallait des fondations extrêmement solides, et on a choisi l'endroit où la barre de granit qui porte une grande partie de la ville de Jublain, depuis le théâtre, pouvait évidemment supporter une pareille masse. Vers 250, la construction était généralement en pierre de taille et en moellon. On utilisait déjà un petit peu la brique, d'ailleurs on a un petit peu utilisé dans le bâtiment central, mais la grande époque de la construction en brique et pierre commence en 250. Régulièrement, en fait, les Romains intercalaient des rangées de briques
qui étaient, elles, de taille beaucoup plus importante et qui servaient donc un petit peu à renforcer le mur, mais aussi qui servent sans doute de joint de dilatation. Je pense que la fonction principale est celle d'un grenier fortifié. Je pense qu'on en a profité aussi pour faire un relais de la poste impériale, de la poste officielle. Ce qui me fait dire ça, par exemple, c'est les petits thermes qui étaient bien adaptés à offrir un bain aux gens de passage. Il y a des grands thermes et des petits thermes qui sont assez bien conservés en fait. On peut penser que les grands bains étaient plutôt pour le chef, vu qu'ils sont quand même très complets, et que les petits bains étaient plutôt pour la main-d'œuvre servile. Le puits devait certainement assurer l'approvisionnement en eau des permanents qui étaient là. Une pareille installation suppose des permanents. Probablement, ils pouvaient loger dans les tours, dans les 4 tours du bâtiment central. La ville connaîtra son développement maximum au milieu du IIe siècle. Les bâtiments publics sont agrandis, dans les thermes, des salles nouvelles sont construites. La fonction de Jublain est une fonction de chef-lieu, on en est sûr. Certaines cités sont devenues des cités de droit latin. Alors le droit latin, c'est une sorte d'intermédiaire entre le fait d'être étranger et le fait d'être romain. Dans les cités de droit latin, les magistrats, à la fin de leur mandat, quand ils ont fini de rendre leur service, eh bien, deviennent citoyens romains. Eux seuls, pas l'ensemble de la population, mais eux deviennent citoyens romains, ce qui était vraiment la chose la plus recherchée, évidemment, dans l'Empire. Et il est tout à fait possible, probable même, que les grands travaux d'urbanisme qui ont été faits à Jublain dans les années 70-80 de notre ère correspondent précisément au moment où la cité des Diablintes a obtenu le droit latin. Si nous datons vers 200 le bâtiment central, là il n'y a pas d'événement historique. Il y a une réorganisation de ce qu'on appelle la nonne, c'est-à-dire des approvisionnements militaires dans le pouvoir central, qui a nécessité la construction d'un grenier. En revanche, alors, vers 250 commence ce qu'on appelle la crise du IIIe siècle, avec des invasions, de la piraterie et la mise en défense de la Gaule. Et c'est à ce moment-là qu'on voit la nécessité de protéger encore plus le grenier central et puis de continuer à protéger jusqu'à ce qu'on abandonne le projet. À partir de 235, l'Empire romain s'enfonce dans une crise militaire, politique, économique et morale. Celle-ci aura des répercussions sur la ville de Jublain et sur sa forteresse. Dès le IIIe siècle, un système de défense contre la piraterie saxonne s'organise avec un dispositif appelé Litus Saxonicum. Décrit par le document administratif Notitia Dignitatum, il comprend des bâtiments fortifiés tels que les forts de Brancaster, de Boscastle, de Reculver et de Richborough au sud-est de la Grande-Bretagne. La forteresse de Jublain pouvait y participer par le ravitaillement des troupes. Mais en quoi consistaient ces ravitaillements? Victuailles ou métaux précieux? Nul ne le sait. Pour répondre aux craintes du moment, un rempart de terre, appelé Vallum,
et créée autour du bâtiment central. Un très grand nombre de monnaies ont été découvertes dans ce talus de terre. Elles permettent de le dater avec précision et aident à comprendre la chronologie générale de l'ensemble fortifié. À la fin du IIIe siècle est entrepris la construction d'une muraille, mais celle-ci n'a jamais été achevée. La forteresse est vraiment, lui, un monument complètement extérieur à la ville, qui est à Jublain pour des raisons qu'on a du mal à cerner, et qui sont sans doute propres, là, à l'Empire romain. Mais visiblement, Jublain a commencé un déclin important, et on a sans doute estimé que là, le rôle de forteresse n'avait plus lieu d'être. Donc, d'un dépôt, on est passé à la volonté sans doute de vouloir faire un camp militaire, mais on s'est arrêté en cours de route. Dans la mesure où le complexe fortifié n'a pas été terminé, à la charnière du IIIe et du IVe siècle, il est bien possible qu'il y ait eu un changement de politique. Et que ce changement de politique était, je dirais plutôt que c'est l'abandon du complexe fortifié qui a nui à Jublain que l'inverse. Vers 400, la cité est nommée parmi les cités de la Lyonnaise IIIe dans le document administratif la Notitia Galliarum. Mais en 616, le testament de l'évêque du Mans inclut Jublain dans son évêché, réservant le titre de civitas à la ville du Mans. Pourquoi un tel déclassement? Quelles raisons permettent d'expliquer la perte du statut de capitale? Différentes hypothèses sont émises par les scientifiques. Non, la vie ne s'arrête pas à Jublain, et même on peut dire que la transformation des thermes en une église montre qu'on a une communauté qui s'installe assez vite, une communauté chrétienne. Le temple, on sait qu'il fonctionne jusqu'au milieu du IIIe siècle. Début IVe, on voit qu'il y a un abandon. Donc, ça ne veut pas dire que le lieu n'est plus fréquenté, mais il n'y a plus de rite véritablement. Et on sait que l'église, au niveau des anciens termes, c'est 5e, 6e siècle. Jublain n'a jamais eu rang de centre d'évêché, de diocèse. L'évêché a, semble-t-il, toujours été, pour les Diablintes, le Mans. Or, les évêques sont des personnages extrêmement importants qui ne sont pas seulement des chefs religieux, mais qui détiennent aussi le pouvoir politique qui est devenu très, très déliquescent dans la Gaule du Bas-Empire. Le rattachement des Diablintes à l'évêché du Mans doit accompagner la disparition de la cité des Diablintes en tant que territoire indépendant et le rattachement de ce territoire à la cité voisine des Cénomans qui occupe la Sarthe actuelle et dont le chef-lieu était le Mans. Et donc la cité des Diablintes disparaissant, bien, Jublain perd son statut de chef-lieu et devient une sorte de ville secondaire ou de capitale de pays dans le cadre de la nouvelle grande cité Cénomans plus Diablintes, ce qui est l'origine de la province du Maine. La construction du château de Mayenne, au IXe siècle, marque la fin de la ville de Jublain. Il a été construit à partir des matériaux de la forteresse, ce qui représente un transfert symbolique d'une ancienne capitale. Outre le fait de ne pas avoir de rivière, ce qui est un élément extrêmement important au Moyen-Âge, pour acheminer les denrées, etc., Jublain a un territoire faible, c'est-à-dire que c'est un territoire pauvre de manière agricole. Démographiquement, c'est peu occupé à l'époque romaine, donc on a une faiblesse du territoire. Le texte de la tablette de Fortunata a été traduit par les archéologues anglais. Végétus, esclave assistant de Montanus, esclave de l'empereur Auguste, a acheté la jeune femme Fortunata de nationalité diablinte pour 600 deniers.
Elle est en bonne santé et elle n'est pas susceptible de s'enfuir. La tablette est un contrat de vente. Fortunata a dû quitter la Gaule pour rejoindre Londres. Mais paradoxalement, le document précise qu'elle a été achetée pour une somme importante, l'équivalent de 2 années de solde d'un légionnaire. Il est donc probable qu'elle ait eu une valeur affective, qu'elle ait pu se marier avec son nouveau propriétaire et peut-être même être affranchie. Le site de Jublain devient un bourg rural. C'est la ville de Laval qui va devenir le chef-lieu de la Mayenne. Différents courants d'urbanisme vont se superposer au fil du temps, le Moyen-Âge, puis la Renaissance, et enfin l'urbanisme moderne. Ce qui a été déterminant dans l'évolution de la hiérarchie des villes en France, c'est notamment cette période de la christianisation, où les choix d'évêchés ne correspondaient pas toujours aux choix qu'avaient fait auparavant les gallo-romains. Et puis il y a une deuxième période qui a été essentielle, c'est la départementalisation, c'est-à-dire le découpage du territoire en départements et très souvent le choix fait par les conventionnels d'implanter le chef-lieu au centre de cet espace. La raison d'être d'une ville, c'est l'échange. Ce qui est déterminant, c'est les effets de la révolution industrielle, c'est-à-dire la mutation socio-technique formidable que constitue la révolution industrielle du point de vue des transports. Une ville qui n'a pas le chemin de fer, et une ville qui n'est pas située sur un grand axe routier ou un grand carrefour ne peut pas avoir les flux dont on parlait tout à l'heure. Et pour parler de Jublain, la fonction de sanctuaire gaulois à l'origine, avec les foules que ça pouvait drainer vraisemblablement, c'est un exemple de base économique. La fonction touristique actuelle est un exemple de base économique. Seulement, toute seule, elle ne suffit pas à faire vivre une ville. Au début du Moyen-Âge, 2 cimetières se sont constitués, dont un près de l'église. Ces 2 pôles, reliés entre eux par une rue diagonale, sont devenus naturellement le point de départ de petits réseaux en étoile. Aujourd'hui, le bourg de Jublain occupe moins du tiers de la superficie de la ville gallo-romaine. La ville s'organise autour de l'église. Alors le 19e siècle a en quelque sorte fossilisé les choses en faisant des travaux routiers, en améliorant les voiries, mais en même temps en les stabilisant tels qu'on les voit aujourd'hui. Il y a le cas de rues comme la rue principale, ce qu'on appelle la rue du Temple à Jublain, qui traverse en diagonale tout le site romain. Et puis vous avez le cas au contraire de rues qui sont scrupuleusement posées sur des rues romaines. C'est intéressant de voir comment on a pu évoluer aujourd'hui pour essayer de montrer qu'on peut traduire à la fois l'histoire et à la fois la conjuguer avec des préoccupations actuelles tout à fait modernes et contemporaines. Dans les années 1975, l'État, par le biais de ses services déconcentrés, les DDE, avait une très très grande influence sur l'évolution des villes. L'État par le biais du Code de l'urbanisme, et puis localement, par les plans d'urbanisme, la collaboration entre les villes et les directions de l'équipement. Et puis la grande révolution en France, ça a été la loi de 1983 avec la décentralisation. Et depuis 1983, chaque commune, chaque maire de commune, et on peut dire le maître chez lui, à condition bien entendu qu'il respecte
le code de l'urbanisme, mais libre à lui donc de modeler sa ville ou l'évolution de sa commune un petit peu à sa guise. Nous avons dû, par exemple, sur ce qui était de la place centrale, élément majeur, avec la présence des thermes sur le sol, immédiatement sous l'asphalte comme ça, à notre grande surprise, on découvre les traces des anciens thermes romains des boutiques, quasiment intactes, avec une boutique, avec ses peintures, etc. Bon. Immédiatement, on a dû repenser totalement le projet d'aménagement de cette place. Ça veut dire quand même qu'en termes de contraintes, c'est quand même majeur. Ce village, il existe, il est comme ça, parfois il utilise des voies romaines, parfois il les a pas utilisées, il a dévié. Pour quelle raison, je ne sais pas trop, c'est un peu compliqué, hein. C'est des histoires de bâtis, souvent d'assises de bâtis, qui ont fait que les rues se sont faites petit à petit, mais il n'est pas question de revenir à une ville comme on a vu des villes napoléoniennes, par exemple, dans le centre de la France, qui sont bâties de manière extrêmement carrée, où toutes les villes sont perpendiculaires, des types des voies romaines. Pour réussir un pari d'urbanisme, il y a une rigueur par rapport à un concept qui est défini. Il est défini, c'est signifier la romanité de la ville chaque fois que ça sera possible. La décision impériale est sans doute à l'origine de la suppression de la cité au début du 5e siècle. À l'époque gallo-romaine, on a décidé de développer un chef-lieu à l'écart des rives de la Mayenne. Mais finalement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et on a corrigé le tir. Nantes, capitale des Damnettes, Jublain, capitale des Diablintes, Le Mans, capitale des Cénomans. En fait, il n'y a que Jublain parmi ces grandes villes qui a décliné. Il y a encore pour les archéologues de nombreuses questions sans réponse. Mais l'avenir nous apportera de nouveaux éléments d'information. Et la ville antique, comme depuis 2 millénaires, continuera sa lente métamorphose. Et la forteresse de Jublain, comme depuis sa découverte, ne cessera de nous fasciner.